L'objet de cet exposé est de discuter des nouvelles technologies, du progrès technique en quelque sorte, et de son impact sur le travail. Alors on discutera aussi du chômage et du lien que certains font entre le chômage et le progrès technique, un lien qui souvent oublie que l'économie est dominée par la classe capitaliste. On discutera aussi de l'influence de ces technologies sur les salaires et sur les conditions de travail. Et on finira sur cette contradiction de fond du capitalisme moderne entre des possibilités techniques immenses et une économie arriérée, barbare, incapable d'assurer à chacun de vivre correctement en échange d'un minimum de travail. Et c'est une contradiction, on verra, qui ne cesse de s'aggraver. Avant de discuter du chômage, commençons par cet argument patronal en faveur de l'introduction des nouvelles technologies, selon quoi elles seraient synonymes de destruction créatrice. Selon eux, les emplois faiblement qualifiés d'hier seraient remplacés par de nouveaux, très qualifiés, dans les nouvelles technologies. Les ouvriers seraient remplacés par des développeurs informatiques en quelque sorte. On n'aurait donc pas à s'inquiéter, il suffirait, selon eux, d'être bien formé. Tout cela se déroule bien sûr dans le monde des rêves et de la propagande. La réalité est bien différente. Tout d'abord, il faut noter que l'introduction d'outils et de machines permettant de produire plus vite et à une plus grande échelle pour baisser les coûts de production ou le temps de travail nécessaire à la production est une tendance générale de l'histoire humaine. Avec le capitalisme et l'industrie moderne, cette histoire a pris des dimensions comme jamais. Quand les premières machines sont apparues, dans le textile par exemple, elles ont supprimé les emplois de milliers d'artisans et de travailleurs à domicile, provoquant d'ailleurs à l'époque de larges révoltes. Depuis plus de 200 ans, les progrès technologiques qui se sont succédés ont effectivement fait naître en permanence de nouveaux secteurs, bouleversant de façon continue la production. Mais ces transformations se sont toujours faites dans la douleur pour les travailleurs. L'utilisation des machines n'a jamais eu pour objectif de réduire la pénibilité du travail, mais d'augmenter le profit des capitalistes. Ceux qui perdaient leur travail étaient condamnés au chômage dans l'incapacité de retrouver un emploi dans les nouveaux secteurs. Quant à ceux qui sont embauchés dans les secteurs les plus modernes, ils sont chargés de rentabiliser les investissements, et pour tout cela, tout est bon. Augmentation des cadences, baisse des salaires, extension de la durée du travail. La machine et les techniques sont donc innocentes de tous les maux dont on l'accuse. Elles sont entre les mains des capitalistes, et ce sont eux qui les commandent, selon leurs objectifs. Créer un lien automatique entre chômage et progrès technique, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif, est donc une filouterie politique. L'intensité du travail, le chômage, tout cela est le résultat du rapport de force entre la classe capitaliste et la classe ouvrière. Techniquement, rien n'empêche les entreprises d'utiliser les progrès technologiques pour diminuer le temps de travail et la pénibilité. D'ailleurs, en 200 ans, de la machine à vapeur à l'invasion des microprocesseurs, la productivité du travail a fait des bonds gigantesques. Et il est notable que, sous la pression des luttes ouvrières, une partie de ces gains de productivité a été consacrée à la baisse du temps de travail, non seulement sur la semaine, mais tout au long de la vie des travailleurs et surtout dans les pays riches. Il est notable également que pendant toute une période, toujours sous la pression ouvrière, toute une partie de ces gains de productivité ont permis d'augmenter les salaires réels des travailleurs. Depuis la fin des années 70, cette période est révolue. Le capitalisme est embourbé dans une crise dont il semble bien incapable de sortir, et les faibles gains de productivité à l'échelle de la société sont quasi exclusivement consacrés à la restauration des marges de bénéfices des entreprises. Quant au discours disant que les emplois détruits sont remplacés par des nouveaux, plus qualifiés, ce n'est vrai en fait que pour une très petite partie d'entre eux. C'est d'ailleurs pour cela aussi que les capitalistes investissent. S'ils embauchaient autant de travailleurs qualifiés tout en investissant dans des moyens plus modernes, la production serait démultipliée. Or, depuis près de 40 ans, les marchés sont saturés, limités en dernier ressort par les capacités de consommation des masses, des capacités qui tendent à stagner, voire à diminuer. Globalement, la classe capitaliste a donc tendance à diminuer la production. Cela n'empêche pas certains secteurs de se développer, mais aussi d'autres de disparaître. Quand les entreprises investissent dans des machines dernier cri, c'est souvent simplement pour réduire le nombre de travailleurs pour une production soit équivalente, soit en baisse.
Ainsi, par exemple, à l'usine Renault de Flins, qui vient d'entrer dans l'actualité, entre 1972 et ces dernières années, la production a été divisée par 2, mais le nombre de salariés a été divisé par 3, passant de 21 000 à 7 000, intérimaires et sous-traitants compris. Les premiers robots sont arrivés dans les années 80 pour découper les tôles et monter les roues, puis d'autres robots sont venus remplacer les employés chargés de la mise en forme de la carrosserie. Ensuite, ce fut la soudure et les bras robotisés faisant le reste. Les raisons qui poussent les patrons à investir dans des robots sont complexes. Ils ne le font que s'ils y trouvent un avantage concurrentiel, pour baisser les coûts de production par rapport à la concurrence par exemple. Souvent, ils préfèrent payer des bas salaires plutôt que d'automatiser, en localisant la production dans des pays pauvres. Il faut dire que les capitalistes peuvent licencier les travailleurs du jour au lendemain, alors que les machines, il faut rembourser l'achat jusqu'au bout. Tout cela est une question de profit. La régression sociale peut se lire dans la part des salaires dans le revenu national. Selon le FMI, elle diminue partout sur la planète. La part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté dans tous les pays riches d'une dizaine de points entre le début des années 80 et le début des années 2000. Et cela continue. C'est énorme. En transformant des salariés en chômeurs, en précaires, en diminuant les salaires, les capitalistes contribuent eux-mêmes à rétrécir leur marché et à démolir eux-mêmes leur propre économie. Mais aucun d'entre eux ne raisonne de façon globale. Ce qui compte, c'est le propre du capitalisme, c'est le profit de chaque entreprise à l'issue de l'année comptable. C'est pourquoi ils ne peuvent que continuer à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Avec les nouvelles technologies, le travail physique, la pénibilité, résultat de l'intensification du travail, n'a pas disparu, bien au contraire. D'une part, parce que le nombre d'emplois a été revu par les entreprises à la baisse, mais aussi parce que les cadences sont devenues infernales et que souvent, les tâches, lors du process de travail, se sont multipliées, avec par exemple l'autocontrôle exercé par l'ouvrier en plus de son travail productif. Dans les usines automobiles de France, c'est-à-dire parmi les plus automatisées de la planète, la durée du travail a été augmentée. Équipe de week-end, de nuit, samedi travaillé, allongement de la journée de travail de 10 à 20 minutes sous le moindre prétexte, jours de RTT qui disparaissent, voilà ce qui a permis de produire davantage avec moins de travailleurs. Il s'agit d'utiliser le capital en permanence et à fond. L'augmentation de la production s'explique également par l'augmentation constante des cadences de production. Grâce à l'informatique, au logiciel de Lean Management, le patron a bouleversé l'approvisionnement des pièces pour les rapprocher au plus près de l'ouvrier de chaîne. Car les quelques pas que faisait l'ouvrier, les mains vides, pour aller prendre les pièces dans le bac, étaient considérés par le patron comme du temps perdu. Pour l'ouvrier, c'était ce que les médecins du travail appellent des micro-pauses, où pendant quelques fractions de secondes, les muscles, les tendons, les articulations des poignets, des coudes et des épaules se reposent. Désormais, les pièces sont livrées à quelques centimètres de l'ouvrier, pratiquement dans ses mains. Ce temps gagné à chaque poste, mis bout à bout, a eu comme conséquence la suppression de dizaines de postes le long de la chaîne. C'est avec ce genre de méthode que dans toutes les usines, les patrons obtiennent une production équivalente voire supérieure avec moins de travailleurs. Au final, ce sont des milliards qui sortent directement des muscles des ouvriers. Alors oui, quand on dit que l'ouvrier fabrique le profit avec sa sueur et ses muscles, ce n'est pas qu'une formule, c'est la réalité. Les employés de commerce et de services ont aussi payé un lourd tribut à l'automatisation d'un certain nombre de processus. Les cadences infernales ne sont plus l'apanage de la chaîne de production, avec à la clé la multiplication des maladies professionnelles. Dans les centres de tri de la Poste, la direction a introduit de grandes machines de tri automatiques qui trient le courrier non seulement par quartier et par rue, mais aussi dans l'ordre de distribution de la tournée du facteur. Cela a permis à la Poste de supprimer la moitié des emplois dans ces centres de tri, avec pour conséquence que sur ces machines, les opérateurs courent après les bacs éjectés les uns après les autres à un rythme effréné sur plusieurs dizaines de mètres toute la journée. En conséquence, la Poste a modifié aussi le travail des facteurs, en lui supprimant le temps de tri de sa tournée et en rallongeant son temps de travail à la distribution, à pied ou en vélo. Elle a supprimé ainsi des centaines de tournées, et donc de postes,
rendant d'autant plus pénibles les efforts physiques à fournir par les facteurs. Dans nombre de services, ceux des centres financiers de la Poste, dans les caisses de sécu, dans les caisses de retraite, l'informatisation s'est traduite par l'introduction d'un système de guichet unique où chaque agent est censé être polyvalent pour des raisons de flexibilité et de gestion du personnel et répond au téléphone pendant des heures. Le traitement des dossiers est en fait délégué au système informatique, les agents ayant surtout la tâche de renseigner la machine. Le travail est devenu déqualifié, routinier, pénible, la hiérarchie imposant comme principal critère d'évaluation le nombre de dossiers traités. Autre exemple, l'activité des caissières. La numérisation de leur travail s'est faite d'abord par l'introduction des codes barres permettant de scanner les prix plutôt que d'avoir à les enregistrer. Si cette innovation évite un travail répétitif de frappe, elle rend aussi possible une forte élévation des rendements contrôlés informatiquement. Des logiciels calculant au plus juste, minute par minute, le nombre de caissières nécessaires. Le nombre de marchandises manipulées augmente, la pénibilité avec, les horaires sont coupés en tranches suivant le flux des clients et le temps partiel est généralisé. Encore un exemple, la commande vocale chez les préparateurs de commandes au sein des entrepôts de logistique. Le préparateur de commandes reçoit dans son casque une voix numérique qui lui dicte les colis à prélever, faisant du travailleur le simple appendice de l'ordinateur, sans aucune marge de manœuvre. Alors, même si elles ont éliminé un certain nombre de travaux physiques, les nouvelles technologies appliquées au travail n'ont pas soulagé nombre de travailleurs. Pourtant, les nouvelles technologies ouvrent à l'humanité des possibilités techniques gigantesques. Au regard du progrès scientifique, les tares de la société capitaliste actuelle n'en sont que plus révoltantes. Pourquoi tant de science, alors qu'il semble impossible de planifier la construction de logements pour tous ou la production de médicaments et de nourriture pour éviter les épidémies et les famines? Pourquoi les satellites qu'on envoie autour de la Terre servent-ils d'abord à la spéculation sur les matières premières et non à la répartition de la production à l'échelle du globe en fonction des besoins? Le problème n'est pas technologique, c'est un problème d'organisation sociale. Dans cette société capitaliste, tout ou presque est soumis au profit. Tant que cela sera ainsi, tant que le profit s'opposera à toute organisation rationnelle de la production, planifiée en fonction des besoins de l'humanité entière, les plus grandes découvertes scientifiques, les techniques les plus élaborées, continueront de côtoyer la pire barbarie. Le capitalisme est une impasse, et on peut le mesurer au travers de ce qu'on appelle la productivité du travail et de son évolution. La productivité du travail mesure la quantité de richesse produite par heure travaillée. Or, alors que les possibilités techniques n'ont jamais été aussi grandes, la croissance de la productivité du travail, mesurée à l'échelle de la société, n'arrête pas de ralentir. Cette croissance a été divisée par 4 depuis les années 50. Les possibilités techniques sont immenses, mais les capitalistes, dont l'objectif est uniquement le profit, n'y investissent que de façon très mesurée, et surtout dans les pays riches, surtout dans l'industrie des pays riches. Les smartphones sont sans doute des bijoux technologiques, mais leur production combine l'utilisation d'automates dans la fabrication et l'assemblage de cartes électroniques et l'emploi d'une foule de petites mains pour alimenter les machines, finir le produit, le nettoyer et le mettre en boîte. Sans compter que la récolte des matières premières nécessaires aux composants se fait souvent à main nue par des enfants dans des trous de terre. Dans le textile, on pourrait sans aucun doute, à l'aide de quelques robots, complètement automatiser la production de vêtements à partir de la matière première. Ce n'est absolument pas le cas pour l'immense majorité des habits qui sont le fruit du travail manuel d'ouvriers et d'ouvrières d'Inde, du Bangladesh ou du Mexique. Le ralentissement prononcé de la croissance de la productivité, malgré les possibilités techniques évidentes, ne fait que mettre en évidence le ralentissement généralisé du développement des forces productives et l'embourbement du capitalisme dans une crise devenue, depuis la fin des années 70, permanente. Les marchés sont saturés, limités notamment par les capacités de consommation des masses, des capacités qui s'effritent sans cesse à l'image de la part des salaires dans le revenu national. En dehors de quelques secteurs, souvent étatiques, comme celui de l'armement par exemple, investir massivement dans des moyens de production ultramodernes pour produire des marchandises qui ne trouveraient pas preneurs n'a pas de sens pour les capitalistes. Tout cela n'est pas sans conséquence pour la classe ouvrière. Non seulement le chômage de masse est devenu, au-delà des fluctuations conjoncturelles, un phénomène permanent,
Mais la guerre de classe que les capitalistes mènent contre les travailleurs ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas d'elle-même. Faute d'extension des marchés, les capitalistes ne peuvent essayer de maintenir leur taux de profit qu'en baissant de toutes les manières possibles les salaires réels, c'est-à-dire en aggravant l'exploitation, le chômage, en aggravant les causes qui sont à l'origine du ralentissement actuel. L'avenir de l'humanité ne passe ni par les technologies, ni par la lutte contre les technologies. Elle devra pouvoir décider, l'humanité, collectivement de la marche de l'économie, en décidant collectivement de comment l'économie fonctionne, avec quels moyens et pourquoi faire. Les moyens techniques modernes devraient permettre de sortir l'humanité de la précarité, de l'exploitation, des conditions de travail difficiles et infernales. Il n'y a plus aucun obstacle technique à cela. Collectivement, on devrait pouvoir décider de ce que l'on produit et s'organiser pour répartir entre tous le travail que l'on estimera nécessaire, de façon à le réduire au minimum et à permettre à chaque être humain de trouver sa place dans ce processus. Cette répartition du travail, nécessaire au fonctionnement de la société, tranche avec l'anarchie et la loi de la jungle qui régentent tous les rapports sociaux dans la société capitaliste. Le développement atteint par les forces productives, l'automatisation et la robotisation de multiples tâches rend déjà possible la réduction de la journée de travail. Mais rien de tout cela ne pourra être mis en œuvre sans arracher des mains de la grande bourgeoisie le contrôle sur l'ensemble des moyens de production, sans que les travailleurs ne prennent le pouvoir.